Est-ce que tu te souviens de l'événement, là? Ah non? C'était quoi ça? C'est à l'hôpital ça? Non. Bah dis donc, c'était plus gai que le Regarde, c'est la même photo là. Enfin, c'est le même moment. Bah, c'était l'anniversaire à Swazik. Non. Non. L'anniversaire des 20 ans à Ronan. Ah Ronan, de notre fils. C'est votre fils. Ouais. Vous vous souvenez de son anniversaire? De ses 20 ans? Non, je me souviens plus. Non, je peux pas dire que je m'en souvienne, ce serait mentir. Il y a eu un réveil qui s'est fait et je crois que cette période-là, je me suis dit, bon bah c'est fini quoi. C'est fini, il va falloir que tu acceptes que ton père, des fois, ne sache plus quel âge tu as, qu'il sache plus ce que tu fais comme étude, qui tu vois, quel âge j'ai. Tu as 29 ans. Bah bon. 27 ans. Non. Très mieux fait de te taire. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans. 24 ans. Ouais. Et tu sais ce que je fais comme étude? Études pour être infirmière? Non. Non. Non, si, je sais. Et ça vient pas. Non. Voilà. Je suis en droit. En droit, ouais. Pour être avocate. Bon, on reprend tout à zéro. On n'a plus les mêmes repères, on a des souvenirs, mais on n'a pas la même personne en face de nous. Marie, Annick et Jean-Paul vivaient des jours heureux jusqu'au drame. C'était il y a 13 ans. Jean-Paul rentre du travail à bicyclette, une voiture le percute et sa vie bascule. Après plusieurs mois de coma, il se réveille paralysé avec une mémoire cassée. Depuis cet accident, Jean-Paul est amnésique. En quelques secondes seulement, il oublie ce qu'il vient de dire, de faire ou de voir. Voilà. On est allés en vacances. Tous les deux, pendant 3 semaines. Ouais. Tu te souviens où nous sommes allés? Ouais. Ah, comment ça s'appelle? En montagne. Ah putain, je me souviens plus du nom du bled. Ah. Donc tu vois que tu peux plus échanger les vacances qu'on a fait ensemble. Non, c'est vrai, non. Nous sommes allés en Corse. En Corse, oui. Et c'était il y a longtemps? Il y a 15 jours. Pas loin. Non, Jean-Paul, il vit tout au présent. C'est-à-dire qu'il est content de voyager au moment où il voyage. Il est content de prendre l'avion, le bateau, mais c'est à un moment précis. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je ne peux plus rien échanger avec mon mari après. Je fais une rencontre il y a 1 heure avec lui, il ne se rappelle plus qui on a rencontré. Donc je ne peux même plus en parler. Il va me dire oui, comme ça, pour pas avoir l'air stupide, mais je vois bien dans son regard qu'il ne sait plus de qui on parle et qui on a vu. J'ai jamais trop l'impression de me mettre ici. Les médecins nous ont bien mis en garde. Ils m'ont dit, vous savez, votre mari, c'est quand même un cas grave, quelque chose de lourd à porter pour une femme qui a 2 jeunes enfants. On peut le mettre soit dans une maison de santé, soit dans un... Comme il était très très nerveux parce qu'il savait plus ce qu'il était, qui il était, ce qui lui arrivait. Il était très très perturbé, éventuellement dans un hôpital psychiatrique momentanément. Ça va être très très dur. Je me voyais mal aller voir mon mari ou le papa de mes enfants tous les dimanches en hôpital psychiatrique. Ça, j'aurais pas pu. Bon. Bonjour, monsieur. Demi-sec? Oui. Dans quel morceau vous préférez? Normaux. J'ai un beau faux filet là? Oui, un beau. Oui. 2, vous m'avez dit? Oui, 2, oui. Deux steaks, s'il vous plaît, Ah, monsieur. je viens de vous donner ça. Comment? Je viens de vous les donner. Ah bon, bah, ils sont là, oui, c'est vrai, merci. Excusez-moi. Ah oui. Jean-Paul, il n'a pas fait de progrès en rééducation. Il en a fait à partir du moment où il est revenu chez nous. Je t'attends. Jean-Paul, la rééducation, il se demandait ce qu'on voulait de lui. Et à la maison, il a trouvé la tranquillité. Petit à petit, il a réappris à nous appeler, à nous reconnaître. Il s'est senti chez lui, je pense. Il l'a jamais dit, hein. Mais petit à petit, il s'est calmé.
Comme tous les amnésiques, Loris vit dans un perpétuel présent. Un monde étrange où une minute, une heure, une journée ne veulent plus rien dire. Chaque matin, il met plus de 3 heures à faire sa toilette. Il ne se souvient plus du temps qu'il passe sous la douche ou devant la glace à se coiffer. Inlassablement, il se rase, se brosse les dents, jusqu'à ce qu'on l'interrompe. Est-ce que vous savez, Loris, que ça Oui. fait depuis un quart d'heure que vous vous lavez les dents? Non. Pour moi, ça fait 5 minutes. Incapable de se créer de nouveaux souvenirs, Loris se repasse sans cesse le film de sa vie d'avant l'accident, celle que sa mémoire a conservée. Les filles, la moto, les compétitions de judo avec son frère, les vacances en Italie, où il décroche un brevet de sauveteur aquatique. Car depuis ce soir d'été, ce choc violent au volant de sa voiture il y a 14 ans, sa mémoire ne stocke plus rien de neuf. Dans la journée, Loris peut regarder sans s'en apercevoir 4, 5 fois le même film de son idole d'avant l'accident, Sylvester Stallone. Parce que maintenant, j'ai regardé que les Rocky, bon, les Rambo, Cobra. Il paraît que je les ai regardés, mais je me souviens pas, vu que j'ai plus de mémoire. Mon frère il m'a déjà dit, mais je t'ai déjà loué le film une fois, on l'a regardé, puis tu t'en souviens pas? Non, moi je me souviens pas, j'oublie vite. Hein. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi je regarde la TV. Ouais. Ouais, si vous voulez, je vis avec aucun reflet, avec aucun... Ouais. Sans savoir pourquoi je vis. Pour Loris, chaque geste simple de la vie quotidienne est un enfer. Acheter une baguette de pain, une boîte d'aspirine, le journal local, c'est à chaque fois une mission qui relève du défi. Je suis en train d'aller à la pharmacie. Ouais. Vous savez où elle est, la pharmacie? Elle est par ici. Elle doit être là, je crois. Ça fait 20 ans que Loris habite Kourou, un village d'une centaine d'habitants au cœur du Jura suisse. Les commerces sont tous situés sur l'artère principale. Et c'est pourtant sur cette route que le calvaire de Loris commence. Incapable de se souvenir où se trouvent les magasins, Loris s'égare. Je ne sais pas où elle se trouve, la pharmacie. Vous vous en souvenez plus? Non. Ben, ça doit être là-bas, je crois. La pharmacie, elle est où? Elle est là, Ah ouais. du raisin, oui. Et c'est au bout de 3 quarts d'heure que Loris trouve enfin la pharmacie. Comme la plupart des amnésiques, il n'arrive plus à se situer dans l'espace. S'il vous plaît, j'aimerais une boîte d'aspirine. Oui, mais c'est pour vous-même, donc, l'aspirine. Ben, franchement, je ne me rappelle plus. Votre maman, elle se prénomme... Alors, vous connaissez le numéro de téléphone? Maintenant, c'est tous 622, mais Alors, vous habitez où? à Kourou, ici, Oui. c'est 622. Vous vous souvenez plus de ce qu'il fallait acheter? Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici. Ah, je vous jure, j'ai plus de mémoire. Hein. C'est une folie, cette mémoire. S'il vous plaît, il n'y a pas un kiosque par ici? Kiosque? Oui. Il y en a bas là. Ouais, hein. Juste avec la face à la poste. Ouais, ok, merci. Le kiosque, je ne sais pas où il se trouve. Hein. Moi, je pensais acheter le quotidien ici, dans cette copée.
Je m'y retrouve plus, hein, j'ai plus de mémoire. D'ailleurs, c'est un test là. Elle est fermée. Vous rentrez chez vous alors? Ouais. Fermé. Loris n'est pas arrivé à temps pour acheter le journal local. Désespéré, il rentre chez lui. Je me dis que je suis un vaurien. Je ne suis capable de rien faire. Quand j'étais pas malade, je faisais du judo, du karaté, de la moto. Aujourd'hui, je suis un vrai handicapé. Tiens, on va profiter pour les tensions. Il y a le numéro 2 qui passe. Elle a reçu un livre. Au carrefour d'une route, dans un magasin, au bureau, à n'importe quelle heure de la journée, la vie peut basculer dans le monde étrange de l'amnésie. Un accident vasculaire cérébral, une rupture d'anévrisme, les causes de l'amnésie sont multiples, mais la plus courante, c'est le traumatisme crânien. Aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, plus d'une vingtaine de cas sont enregistrés en moyenne chaque mois. Dans cet hôpital parisien, réputé en matière de neurologie, le diagnostic est souvent prévisible, car l'une des séquelles les plus courantes après un traumatisme crânien grave, c'est l'amnésie. Au moment du choc, le cerveau est secoué violemment, les zones de mémoire sont endommagées ou détruites. C'est un traumatisme crânien. Grave chez une patiente en parfait état général par ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez grave? Ça veut dire quoi? C'est grave, il y a un risque vital qui est engagé, qu'un risque de décès bien évidemment, et surtout un risque de séquelles, c'est-à-dire des difficultés pour marcher. Ça peut être des séquelles intellectuelles avec des pertes de mémoire, des séquelles au niveau cérébral, au niveau neurologique, pas forcément moteur. Je suis désolé, je vais... Il a été frappé à coups d'extincteur sur le visage et il a été retrouvé dans un état de coma profond. Une pression intracrânienne car il n'y a pas d'œdème cérébral au scanner. Oui. Il est très peu sédaté en fait et il présente un examen neurologique assez catastrophique. Sur le plan clinique, il est comment? Je réessaye de mon côté. Il y a un petit mouvement de la tête avec quasiment rien de la au niveau des jambes. T'as eu autre chose, Brigitte? Traction au niveau du visage lors des soins. Quand le traumatisme est grave, le cerveau plonge dans un profond sommeil, le coma. Passé les premiers soins d'urgence, la médecine va alors ausculter, guetter sans relâche, le moindre signe d'activité de ce moteur de commande. Car même si on ne peut encore localiser toutes les zones de mémoire dans le cerveau, une certitude demeure. Dès qu'il y a coma, il y a amnésie. Et pour en apprécier l'ampleur, il faut que le cerveau se réveille, revienne à la vie. Et l'absence de lésions. Aussi bonne soit la récupération à long terme au plan intellectuel du blessé, le trouble de la mémoire existera. Alors, en savoir exactement l'ampleur, c'est extrêmement difficile, car il faut imaginer que plus les fibres intéressant spécifiquement la mémoire ont été touchées massivement, plus importants seront ces troubles de la mémoire. Cette quantification ne peut être faite qu'à distance du traumatisme. Neufmoutier-en-Brie, en région parisienne. Dans ce centre de rééducation pour jeunes traumatisés crâniens, on pose les mêmes questions à Jérémy chaque matin depuis 1 an. Bonjour Jérémy, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, oui. Tu te rappelles ce que tu as comme activité là? Ouais, c'est bon, ça, y a pas de problème. D'accord, qu'est-ce que tu as ce matin? J'ai donc un cours avec Christophe, qui est pour mon prof de maths. Non, Ouais, Christophe, c'est un kiné. Non, c'est un professeur de... Malgré son agenda électronique et ses notes, Jérémy oublie les visages, les lieux, les rendez-vous. Depuis son réveil du coma il y a 1 an et demi, il ne peut plus planifier une journée ou même une simple matinée.
connais la cuisine? Ouais. Qu'est-ce que tu dois préparer aujourd'hui? Je dois préparer des pâtes. Il me faut une casserole. Dans ce centre de rééducation, Jérémy apprend petit à petit à remettre de l'ordre dans sa tête par des gestes simples du quotidien. J'oublie ce que je devais faire. Donc ça, c'est surtout ce qui m'embête, moi. Chez moi, c'est ça. Mon principal problème de mon trauma crânien, c'est ça. Enfin, ça, c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que là, j'étais en train de faire quelque chose, et puis vous, voilà, réfléchir à quelque chose, et vous, comme vous m'avez parlé d'autre chose, après, je sais donc plus à quoi je pensais la première fois. Ça, c'est ce qui m'embête, quoi. Donc, vous comprenez? Donc là, il me manquait du sel. Voilà, c'est ça que je cherchais maintenant. Vous voyez, je voulais du sel alors que j'ai été vers le frigo comme ça, comme machinalement, quoi. Donc le sel, je vais le trouver, donc. Tu as quand même réussi à retrouver où tu en étais. Ouais, voilà, bah, tout à fait. Chose que il y a une époque, tu n'étais pas capable de faire. Non, il y a une époque, je pensais qu'à mon bras, donc c'était pour ça que je ne pouvais pas le faire. C'est mon boulot, alors? C'est mon travail. Maintenant, je me suis reconnecté sur ce qu'on avait déjà fait comme travail, sur, voilà, tout ça. Pourquoi tu avais préparé cette liste de mots? Donc, préparation de nourriture mangée, c'est des 3 mots qui vont me faire penser à un endroit, qui est donc la cuisine. Couche comprimée malade, médicaments. Tronc, forêt, végétation, arbre. Stimuler cette mémoire endommagée, Jérémy doit retrouver des mots par association d'idées. Un exercice qu'il a déjà fait la veille. Une hésitation, quelques secondes de silence, et c'est la profondeur de son amnésie qui se révèle. Vivre, lâcher, prison. Ah, c'est un nouveau mot, ça. Oui. Vivre, lâcher, donc vivre prison. C'est pas facile et c'est un peu ce que disait la dame là, c'est que je me suis on s'embrouille un petit peu, quoi, parce que si je devais garder de la place pour les petits détails, à force j'oubliais les choses importantes que je devais pas oublier, quoi. Donc en fait tu estimes que tu n'as pas assez de place dans ta mémoire pour tout stocker. C'est pas ce que j'estime, parce que j'essaie de la faire grandir de jour en jour. Mais c'est surtout que pour moi, c'est assez important que je retrouve un moyen de récupérer, quoi. Un moyen de, par exemple, pour trouver les mots, là, je devais trouver, enfin, comprenez-vous, parce que j'essaie d'expliquer, parce que là, je suis complètement perdu, quoi. Est-ce que tu te souviens de la question que je viens de te poser? Ouais, c'était à peu près... Comment je fais pour me souvenir des... Non, je crois pas que c'est... Non, maintenant, j'avoue que je sais plus. J'avoue que c'est... Non, ouais, je sais plus. Après 1 an de rééducation intensive, Jérémy doit quitter le centre, car seule une centaine de jeunes traumatisés peuvent y être accueillis chaque année et les demandes sont nombreuses. On va devoir partir. Désormais, c'est seul que Jérémy doit affronter son amnésie. Sa sœur et ses parents sont présents pour l'accompagner dans ce nouveau départ vers l'inconnu. Il y a encore plein de choses à faire. Parce que l'avenir, déjà pour un jeune, c'est dur, mais alors un jeune handicapé, on a peur de l'avenir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va trouver? On va le découvrir ensemble, mais il y a encore plein de choses à faire. C'est ça le pire, l'avenir. Et puis on est toujours dans le milieu des handicapés et on se rappelle toujours l'accident. Il y en a tout autour de nous et on vit que dedans. Voilà. Ça vous gêne? Ouais, c'est dur. C'est un long parcours de reconstruction qui attend désormais Jérémy. À la recherche d'une nouvelle identité, l'adolescent essaie désormais de comprendre pourquoi il a sombré dans l'amnésie à la suite d'un accident de scooter. C'est pour lui un peu comme une seconde naissance. Et pour l'aider à retrouver le fil de sa vie, sa mère a tenu à le ramener à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. C'est vraiment le hasard, là on se retrouve. Bonjour, oh là là, oui. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de le voir comme ça. Ouais, vous étiez donc aumônier, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous faites la tombe, quoi. Ah, ok. Les médecins étaient extrêmement pessimistes.
Et là, on avait cru que c'était la dernière extrémite. Qu'est-ce qui vous avait fait croire que c'était la dernière extrémité? Les médecins, d'après les pronostics des médecins, il partait de plus en plus. Le dernier week-end de juillet, ils nous ont dit venez avec des habits, parce que malheureusement, ça sera sûrement le dernier week-end. Le dernier week-end. Et on avait vu le prêtre qui nous avait préparé à tout ça. Comme tous les amnésiques, c'est dans un service de réanimation que Jérémy s'est réveillé après 2 mois de coma. On me rappelait de là. Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Enfin, ça va, ouais. Super. Parce que je vous connais, vous? Enfin, vous étiez déjà... Ah oui, vous avez une fois. Il y a combien de temps? 2 ans? 1 an? Et tu te souviens de l'hospitalisation? L'hospitalisation Quand laquelle? tu étais monté ensuite, hein. Je me rappelle 2-3 petits trucs, mais pas assez pour me rappeler de bien l'hospitalisation, quoi. Tu vois, voilà, c'était ça. C'est un jeune homme qui, lui, a été pris entre une voiture et un bus, qui est là depuis une semaine, mais tu avais à peu près tout cet attirail-là autour de toi. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, excusez-moi. Je me demande justement comment on a fait, excusez-moi encore, mais de voir les autres malades, je me demande comment on a fait. On accepte tout ça maintenant. Il y a tellement de parents qui les perdent, que nous on l'a, que c'est... Donc vous acceptez son amnésie. Ouais. Ça va bien. Ouais, pour ce qu'on va faire la fête. Hein. Ouais, maintenant, on a passé le plus dur. Après des heures, des mois, des années de coma, et c'est toute la violence d'un réveil, d'un retour à la vie. Un combat pour réanimer cette mémoire détruite, prononcer un mot, une phrase, afin d'évaluer l'ampleur d'une amnésie. Je suis un peu comment? Fatigué. D'accord. Je vais parler normalement dans 2 jours. Je vais parler dans combien de temps? 2 jours. D'accord. Je suis content de... Encore. Oui. Je parle de plus en... De plus en... D'accord. J'étais surtout en train de voir si, après être sorti d'un coma il y a quelque temps, de savoir si finalement il pouvait retrouver son langage. Et le langage est en train de revenir complètement. De faire reparler les gens, ça me permet de voir s'ils comprennent ce que l'on dit et de voir aussi si finalement toutes les fonctions supérieures sont conservées. Le seul problème qu'on n'a pas encore vu, c'est justement le problème de mémoire. Il se souvient du passé, il sait où il habite, il sait ce qu'il a fait il y a 10 ans, mais on ne sait pas du tout si finalement il arrivera à se souvenir, par exemple, de ma visite. Rééduquer une mémoire cassée pour améliorer la vie d'un amnésique. À la suite d'un accident de la route, Christine souffre d'une amnésie particulière. Elle a oublié les mots, elle est aphasique. Pendant 8 ans, cette femme n'a pas parlé. Après quelques mois de rééducation, elle a enfin retrouvé la parole, mais uniquement en chantant. Dès qu'elle s'arrête, seul un mot incompréhensible sort de sa bouche, Paresh Pot Pot, son seul et unique moyen d'expression. Est-ce que ça vous fatigue, ça? Non. Non, pas du tout? Et popote. Oui. Oui, il paraît que c'est la tête. Et il paraît que popote. On utilise la mélodie puisque c'est un des constituants du langage, la mélodie est un constituant du langage, et cette mélodie se trouve dans l'hémisphère droit, l'hémisphère qui n'a pas été touché, par exemple, chez Christine. Allons-y. Mon mari est tombé les ronds de jardin. On arrive à rééduquer même des années après. Après la lésion, après la lésion, après le choc, après même une rééducation. En changeant de thérapie, en changeant de stratégie thérapeutique,
En changeant de stratégie de rééducation, on peut arriver à reprovoquer une nouvelle possibilité de langage. Pierre ne suit plus une rééducation à l'hôpital comme Christine. Aphasique à la suite d'un accident de voiture, il s'est battu pendant 17 ans pour retrouver les mots, la parole. Aujourd'hui, il a repris une vie normale en famille, malgré un handicap qu'il vit comme une blessure lourde, celle de n'être jamais compris. Tu veux que je te fasse le numéro? Ouais. 04, il était gentil, lui, oui. Allô, bonjour. Je vous appelle au sujet de votre triomphe et grave 13 ans. Attendez, je vous ai pas compris là. Vous n'êtes pas français? Si, je suis français. Français? Oui. Oui, de quelle région? De Baris. Ah, de Baïna? Non, de Baris. De Blaris. De Biarritz? Oui. Ah, d'accord. Ça vous arrive souvent qu'on vous prenne pour un étranger au téléphone? Fréquemment. Ça vous fait quoi? Vous ressentez quoi? Je me méprise, mais je méprise celle qui est au téléphone. Salut! Bonjour. Avec le temps, Isabelle Eyoum est devenue plus qu'une orthophoniste. Au chevet de Pierre, à son réveil du coma, c'est elle qui l'a encouragé à se battre pour retrouver la parole. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Pierre devra répéter inlassablement ses exercices, sous peine de perdre en quelques semaines le fruit de 17 années de rééducation. C'est un manque et sympathique. Au démarrage, il avait des sons non signifiants, c'est-à-dire aïe, des sons pour se plaindre, pour m'expliquer que comme ça, et des gestes d'agacement pour montrer que là-dedans ça ne marchait pas comme il voulait. Après, il a eu des mots, mais des mots jargonnés, donc qui étaient non signifiants dans notre langue. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, crayon, ça pouvait être élébasie, ce qui correspond à rien du tout. Le train est rentré sur le... Pour parler, on a besoin de la langue, des dents, des joues, des lèvres et du souffle. Et il faut que le cerveau programme en un flash tout ça ensemble pour pouvoir programmer une syllabe. C'est un oubli sur le plan des gestes articulatoires, son cerveau ne les programme plus. Comme s'il avait oublié comment on fait pour dire le son F, comme s'il avait oublié comment on fait pour dire le son T. Tu veux de la vanille? Ah oui, je veux bien. Quelquefois, on se sent gêné, pas parce qu'il y a papa, mais parce que les autres le regardent et l'air de dire qui c'est celui-là. C'est ça qui surtout qui me gêne. J'ai envie de leur dire, mais c'est pas parce qu'il est handicapé que c'est pas un humain. Il pense comme les autres, il est aussi intelligent que les autres, c'est juste qu'il a eu un accident de voiture et puis ça lui a fait un problème de mémoire, enfin d'aphasie, c'est tout. Il est comme il est, et voilà, on l'aime comme on aimerait, comme les autres aiment leur papa, et voilà. On n'aimerait pas, par exemple, changer de papa parce qu'il est handicapé. Non, c'est notre papa, qu'il soit handicapé ou pas, c'est notre papa. Voilà. Quand on s'est mariés, c'était pour le meilleur et le pire. Et c'est arrivé, et bon, c'est ma place. C'est ma place. Abandonner quelqu'un parce qu'il a eu un accident, pour moi, c'est inimaginable. Malgré l'amnésie de son époux, Marie-Annick, elle aussi, est toujours là. Professeure de français, elle ne travaille qu'à temps partiel pour pouvoir l'assister. Depuis 13 ans, elle propose chaque matin le même exercice à Jean-Paul. Si je vous disais qu'au départ, il est parti avec 6 pièces, c'est tout. Et bon, maintenant, il arrive à 300. Donc, c'est pas mal. Et ça fait depuis combien de temps qu'il est sur le même puzzle? Là, il a commencé... Tu l'as commencé quand, Jean-Paul? Tu te souviens? Non, je me souviens plus quand j'ai commencé. Hier. C'est quoi comme puzzle? Celui-ci?
Ça, c'est... Je vous dirai un peu le titre. J'en sais rien. Rarenburger Puzzle. Enfin, non, c'est le nom du puzzle. C'est les vaches avec les brebis, les moutons et le héron. Non, le... Comment dire, qu'on appelle cet oiseau-là? Et il a un manque d'humour. C'est-à-dire que, bon, cet animal, il ressemble un petit peu au cochon, il ne trouve pas le vrai nom, donc il va dire cochon. Donc en fait, il a oublié les mots. Certains mots. Et ça peut être gênant, hein, ça peut être gênant quand on est avec des gens, parce que ça peut aboutir sur un discours incohérent. C'est ça qui est très gênant. Et c'est un petit peu ça qui fait qu'on soit coupé un peu des autres, parce que moi, parfois, je suis gênée. Jean-Paul ne trouve pas les mots, ça donne quelque chose de stupide, et moi, ça me gêne. Donc, plutôt que d'expliquer ce qui arrive à mon mari, eh bien, on ne sort plus, ou on ne sort pas, ou on sort moins. Offrir une vie normale à un amnésique, c'est un véritable défi que relève Marie-Annick. Chaque semaine, elle entraîne son mari dans sa course. C'est parti, on part doucement. Hein, Courez. Des instants de bonheur qui s'effacent immédiatement dans la tête de Jean-Paul. Dès que Marie-Annick disparaît avec sa meilleure amie, Jean-Paul ne se souvient même pas pourquoi il est là, et c'est le grand vide qui s'installe. Vous pensez à quoi? À rien. Rien ne se passe dans votre tête? Non. Oh, quelquefois je pense à ce que j'ai fait la veille, oui. Mais vous vous en souvenez de ce que vous avez fait la veille? Pas toujours. Pas toujours. Par exemple hier? Non, hier, je m'en souviens pas. Si, j'étais avec vous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus ce qu'on a fait. Alors là, je vous dirai plus ce qu'on a fait, je sais plus. Faut y aller. Depuis l'accident, le couple est inséparable. Si Jean-Paul supporte son amnésie car sa mémoire est tellement réduite qu'il ne peut même pas se souvenir qu'il oublie, c'est Marie-Annick qui vit pleinement l'amnésie. C'est un moment privilégié parce que je peux faire quelque chose que j'aime bien. Et puis je peux associer Jean-Paul également et puis être avec des amis. Quand vous dites être avec des amis, est-ce que ça veut dire que c'est rare? Non, c'est pas rare que je sois avec des amis. Si, c'est rare. Vivre avec l'amnésie, c'est aussi être condamné à une solitude permanente. C'est toujours moi qui suscite la conversation, c'est pas lui. Parce qu'il a rien à dire, Jean-Paul. Il reste beaucoup à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pas grand-chose. Et quand il va à l'extérieur, comme il ne se souvient plus de ce qu'il a vu, entendu, des gens qu'il a croisés, il ne peut pas me le dire non plus. Et c'est ça qui fait que les gens qui sont amnésiques se retrouvent seuls, parce que ils n'ont rien à dire aussi. Ils n'ont rien à dire. Il ne peut même pas parler de ses rêves, parce qu'il ne s'en souvient pas. Je rêve pas. Mais si, chérie, tout le monde rêve. Donc, lui, ses sujets de conversation, ça va être, bon, la date, tiens, il y a du soleil, ou il pleut aujourd'hui, ou il va faire beau, venant de lui, quoi. Hein? Aujourd'hui, il va faire beau. Et puis moi, moi, je parle comme s'il se rappelait de tout. Je vais décider ça. Comment redonner un sens à sa vie lorsque celle-ci s'efface au fur et à mesure que le temps passe? Cette solitude dans laquelle est plongé l'amnésique, le professeur Dubois la connaît bien. Dans le service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière, une cinquantaine de spécialistes cherchent à percer le mystère de la mémoire, à comprendre ce lien qui unit chaque individu à ses propres souvenirs. Prenons par exemple une information visuelle, par exemple un visage nouveau. Eh bien, il va être perçu par la rétine, et puis de là, ça va suivre un trajet un peu particulier, et ça arrive au niveau de ce qu'on appelle du cortex occipital. Bon, dans cette région du cortex occipital, l'image va être reconstruite, reconnue, classée, puis après vont
être transférée dans l'hippocampe pour être mise en mémoire s'il s'agit d'informations nouvelles. Alors, il y a donc un système, une autoroute, je dirais, qui est fondamentale pour créer de nouveaux souvenirs. Bon. Si cette autoroute est cassée, à n'importe quel endroit de son trajet, à ce moment-là, on ne peut plus aller d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire le souvenir ne pourra plus être fabriqué. Ça fait 2 mois que Jérémy a quitté le centre de rééducation pour jeunes traumatisés crâniens. Doucement, il essaie de reprendre une vie normale. Ses amis d'avant l'accident l'ont quitté. Aujourd'hui, ses fréquentations se résument au petit ami de sa sœur et aux collègues de travail de son père. Avant, moi et Sébastien, on n'était pas tout le temps avec lui, justement. Avant, il faisait partie de tout un petit groupe de jeunes, en scooter, tout ça. Et je trouve moi personnellement, à mon avis, je trouve qu'ils l'ont quand même pas mal laissé tomber. Et nous, c'est pas par pitié qu'on le fait, mais quand on voit ça, c'est pas normal que des jeunes de 20 ans qui ont vu leur copain avoir un accident, et qu'ils se bougent pas aujourd'hui. Ils ont de sortir un handicapé, c'est peut-être ça qui les gêne. Moi, pas du tout, au contraire, il est comme avant, c'est toujours la même personne, sauf qu'il a eu un accident, mais il n'a pas changé pour autant. C'est toujours lui, c'est toujours Jérémy. Un abandon difficile à accepter. Je m'amuse plus avec eux. On s'amuse plus comme avant, au mauvais temps. Je bois un petit peu pour me faire oublier mon accident, me faire oublier mes problèmes de mémoire, me faire oublier tout ça. Puis après, quand j'ai bu un petit peu et que je suis pas bourré, parce que je ne veux pas jusqu'à entendre être bourré, mais je suis un peu chaud, tout ça, là je veux dire, ça va beaucoup mieux au fond de moi. Là je peux parler, je peux respirer, ah ça y est, je vais bien en fait. Je suis con d'avoir préparé pour plein de choses comme ça, mais en fait, quand je bois un petit peu, justement, je me libère, Il faudrait que tu puisses te faire des copains pour passer du temps, pour aller boire un verre, pour se raconter une histoire. Comment tu peux me proposer des copains si je sais que les copains que j'avais avant, ils m'ont tous laissé tomber. Seulement pour mon handicap. Quand ils me posent des questions, je réponds comme un tordu. Et moi je remarque qu'ils acceptent qu'ils me prennent pour un déplacé par leur dessin du visage. Toi, parce que leurs yeux se prennent une forme étonnante. Parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent faire. Loris, quand il regarde toujours derrière, moi j'ai de la peine, parce que ça fait quand même 15 ans qu'il regarde toujours derrière. Et comment faut dire, on se lasse peut-être un peu d'entendre toujours les mêmes choses. Pourquoi mes copains qui sont en Italie, si je leur écris, ils ne me répondent plus. Ils me répondent au moins pour me dire « Loris, va te faire foutre, je t'aime plus ». Toi, c'est ça qui me satisfait. J'arrête de penser à eux, mais ils ne me répondent pas. J'avais beaucoup d'occupations, pourquoi j'ai été puni? Mais c'est pas une punition. C'est quoi, un destin? Tu la ressens comme une punition. Ouais, t'appelles ça quoi, ça, un destin? Un accident. Ouais. Un accident. Mais pourquoi moi? Il refuse d'être amnésique, il refuse d'être comme il est. Mais je pense que son plus grand problème, c'est l'amnésie. Les données que Loris a aujourd'hui dans sa mémoire, elles ont 15 ans. Et je crois que lui, il est fatigué aussi de ces données-là, comme nous. Parce qu'il lui faut de nouvelles données maintenant, de nouveaux objectifs. Et si personne ne lui en fixe des objectifs, Loris a besoin d'objectifs comme tout être humain dans la vie. Il n'y a pas qu'au travail qu'on a des objectifs, il faut s'en fixer tout le temps. Et Loris n'a pas d'objectif. Parce qu'ils en ont besoin. Depuis 14 ans, Loris n'a qu'un ami. Un cahier qu'il remplit tous les jours. Quelques notes griffonnées pendant la journée pour se rappeler d'un événement, car Loris vit sans surprise, sans projet. J'ai 33 ans, puis je suis même pas marié encore. Même si je trouverais une copine qui serait d'accord d'habiter avec moi, de se marier avec moi, mais je sentirais qu'elle s'en lasserait rapidement de moi, parce que je me réveillerais le matin, mais je serais encore capable de dire « Mais qu'est-ce que tu fais à côté de moi ?» C'est un peu bête, quoi. Je serais capable de dire ça, quoi. Vous n'avez pas embrassé une fille depuis votre accident? Non, non, je n'ai pas embrassé une fille, une vraie copine à moi. Ouais, parce que j'ai noté que, je sais pas, j'en vois plus des copines. Si j'en vois, c'est salut Loris, ciao, c'est tout.
il s'arrête pas pour parler avec moi. Ouais. Bon, il paraît que j'ai changé aussi physiquement. Si ça ne serait pas pour ma mère, je me suiciderais pour me dépêcher d'aller trouver si c'est vrai qu'il existe le bon Dieu au ciel, puis demander pourquoi tu punis les gens qui sont bien, puis les mauvais tu les laisses vivre. Et c'est pour sa mère, la seule personne qui partage aujourd'hui sa vie, que Loris est prêt, chaque semaine, à faire plus de 70 km pour se rendre à un rendez-vous qu'il ne doit surtout pas manquer, son neuropsychologue. Même si la capacité de mémorisation de Loris n'est plus que de 2 minutes, il doit maintenir en vie ce peu de mémoire qui lui reste. C'est ça. Voilà, c'est très bien. Voilà, excellent. Mais c'est pas du bol? Non, 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 c'est pas du bol. Ouais, mais j'ai retourné cette carte-là en espérant que c'est celle-là, mais... Oh, c'était l'intuition aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Si la mémoire n'est pas stimulée, cela va de soi que nous allons entrer dans une phase, je dirais, de régression de la mémoire. Eh bien, ça veut dire que la personne, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus ce qu'elle fait là, elle ne sait plus où elle va, elle est désemparée, désorientée. Donc, il faut rester, je dirais, vigilant par rapport à cette mémoire. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un travail qui se fait régulièrement, eh bien, le risque, le danger, c'est la régression. Pour moi, c'est très clair. Une mémoire en miettes, mais une intelligence préservée. L'amnésie, cet handicap invisible, bouleverse inévitablement les relations. Vous avez toujours les mêmes sentiments pour Jean-Paul qu'au premier jour, malgré l'amnésie? Je crois qu'il y a un sentiment que les gens n'aiment pas, mais j'ai quand même pitié de lui. J'ai pitié, parce que ça me fait mal de le voir comme ça. C'est pour ça que vous êtes resté avec lui? Non, non. Non, mais le même sentiment, je sais pas. J'ai aussi un sentiment de devoir plus aigu qu'au début. Mais je pense que si je ne l'aimais pas, je ne ferais pas tout ça. Donc c'est une autre forme d'amour, mais c'est certainement pas le même amour. C'est pas l'amour d'une épouse à l'égard de son mari, je crois. C'est peut-être plus un sentiment d'épouse-mère. Loris n'a peut-être pas de compagne dans la vie, mais il a depuis quelques mois une personne qui le guide, le pousse à quitter sa chambre et son cahier de notes. C'est Umberto. Employé par la famille, il doit accompagner Loris dans ses moindres déplacements afin qu'il ne se perde pas en chemin, qu'il n'oublie pas en quelques secondes qu'il avait envie de manger ou tout simplement boire un verre de soda. Si, ça fait combien? Je pense ce qu'il peut penser lui, quoi. Il doit penser à sa place, c'est vrai. Ah, merci. Ça me gêne parce que ça montre que je suis un retardé, quoi, précisément. Oui, que je ne connais rien. Eh, bonjour Loris. Bonjour. Mais la mission la plus importante pour Umberto, c'est d'emmener Loris vers de nouveaux objectifs, de nouveaux visages, une nouvelle vie. Comme ici, un centre d'activité pour traumatisés crâniens qui propose notamment une initiation au cheval. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un comme Loris de faire du cheval? De voir autre chose que son studio, principalement. Ça lui donne l'occasion de rencontrer d'autres personnes victimes d'un traumatisme, tout bêtement de se resocialiser à petits pas. Comment, par la peinture, par le cheval ou d'autres activités, il lui est possible de retrouver un certain sens à sa vie et de ne plus rester croché derrière cette fatalité ou ce destin qui lui occupe constamment l'esprit actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez, Loris?
C'est comme votre question, c'est comme si vous la faisiez à John Wayne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, vous connaissez pas John Wayne? Vous avez l'impression d'être un cow-boy? Ouais, voilà. Mais c'est encore une fois? Vous vous couchez? Voilà. Très bien. Respirez bien, là. Je connais des copains à moi qui sont handicapés avec toute leur mémoire. Et moi, je leur dis, hein. Enfin, oui. Je leur dis, c'est pas que je leur dis, mais je pense en moi parce que j'ai pas de courage de leur dire, quoi. Parce que c'est méchant de dire ça. Mais je me dis en moi, j'aurais préféré être paralysé en ayant toute ma mémoire. Quand j'y pense, hein, beaucoup de fois, je me dis, c'est ton destin, laisse tomber, pense-y pas, tu ne peux pas changer. T'es né avec ce destin. Voilà, quoi. Tu dois l'admettre. Ouais. Le scooter de Jérémy était là, il n'avait rien qu'à faire un phare de cassé. Et puis voilà. Et puis ça arrive au pied de chez vous. Vous croyez toujours que ça arrive à cause de la vitesse ou à cause de faire le fou avec tous leurs scooters trafiqués. Et puis en fait ça arrive au pied de chez vous alors qu'il y a du monde. Et puis ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. On y pense beaucoup ça. En fait quand ça vous arrive, le jour où vous êtes dedans c'est un vrai cauchemar. Jérémy vient d'entrer dans un nouveau centre de réadaptation afin de construire un projet de vie et peut-être apprendre un métier. Pour sa famille, malgré les difficultés qui persistent, cette nouvelle est porteuse d'espoir. S'il est bien stimulé, bien entouré, bien encouragé surtout, non, il récupérera encore, mais jusqu'où ça, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que l'espoir des parents, c'est qu'ils récupèrent un maximum et qu'ils puissent au moins avoir une petite vie normale. Une petite vie, quand je dis une petite vie, ça veut dire avoir un emploi à mi-temps, s'occuper, vivre, avoir une vie quand même. Pas une vie vraiment d'handicapé en fait. Enfin bon, malgré que c'est quand même un handicapé, c'est difficile de parler de... Avoir une petite vie normale, un espoir que la famille de Jean-Paul continue de faire vivre avec force et courage, malgré 13 années de vie commune avec l'amnésie. La vie de maman s'est arrêtée, je pense, le jour de l'accident de papa. Et ça s'est transformé comme notre vie aussi à nous a suivi. Et je pense qu'elle n'a pas véritablement eu une vie de femme après. Et finalement, je crois que c'est la chose la plus triste après l'accident. C'est quand même très dur. Il faut continuer à vivre. Qu'est-ce que c'est que vivre? Je sais pas. Il faut continuer à vivre pour être heureux. Mais notre bonheur à nous, qu'est-ce que c'est? C'est le sourire de Jean-Paul, tous les matins. Et là, c'est le sourire de mes enfants quand ils viennent voir leur père. Point final.